Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre créativité. Je m'appelle Roxane et je serai votre hôte durant ces prochaines semaines. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus enrichissants et inspirants. Aujourd'hui, nous recevons Marine Lewillon, si je le dis bien. Tout à fait. Maraîchère chez Filon Vert. C'est une femme passionnée par la nature, par l'agroécologie, ainsi que par le partage avec les personnes qui l'entourent. Bonjour Marine. Bonjour Roxane. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui sur ce podcast. C'est un tout nouveau format, c'est un exercice un peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire. J'espère que vous êtes contente d'être ici aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc effectivement, c'est la première fois que je fais un podcast pour présenter le projet. Donc je suis ravie. Mais je suis ravie aussi de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours professionnel, ce qui vous a motivé à vous lancer là-dedans aujourd'hui? Donc bien moi de base, j'ai fait une formation d'agronome à Bruxelles, à l'ULB. Et en fait, en sortant de mes études, j'avais vraiment deux grands centres d'intérêt qui étaient à la fois la production alimentaire et la pédagogie. Et donc après les études, je me suis lancée pendant 2 ans dans plus le volet pédagogique où j'ai travaillé pendant 2 ans chez CapScience, qui est une ASBL qui donne des animations scientifiques en école primaire, parce que derrière, il y avait aussi cette volonté de communiquer justement sur l'agriculture et sur la production alimentaire et en fait tous les problèmes du système que l'on connaît aujourd'hui ou qu'on connaît moins justement. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, mais je n'ai pas rencontré je n'ai pas assouvi mon envie de vraiment communiquer avec les enfants sur tous les problèmes qu'il y avait sur la production alimentaire. Et donc en fait, j'ai vraiment eu envie d'aller plus loin et en fait d'aller vraiment sur le terrain, parce que je me rendais compte aussi que même si je voulais parler de l'agriculture et des problèmes qu'il y avait, en fait moi concrètement j'avais pas les mains dans la terre et donc j'étais pas vraiment confrontée aux problèmes dont on entendait parler. Et donc je me suis dit en fait il faut que je me relance moi dans une formation et que en fait j'essaye de moi-même travailler à terre. Mais voilà, cette envie, ce projet, j'avais pas envie de le faire seule, parce que me lancer seule, enfin voilà, de prime abord, je suis pas forcément quelqu'un de solitaire, et voilà, je trouve que des projets comme ça, c'est beau de le faire à plusieurs. Donc j'ai une amie, Amélia, qui avait aussi fait des études de bio-ingénieur et avec qui, voilà, on parlait souvent de notre envie de faire du maraîchage. Donc on s'est mis d'accord en fait pour se dire qu'en fait moi je me lançais dans cette formation de maraîchage pour vraiment apporter l'aspect technique, et qu'elle, elle continuait son travail à temps partiel pour vraiment apporter la casquette administrative et de comptabilité au projet. Et donc 2020, je me suis lancée dans une formation au CRAB, qui est un peu, la formation la plus reconnue et la plus complète en Wallonie pour faire du maraîchage biologique. Et donc fin juin, en fait, mon maître de stage, Nicolas, le maraîcher, a été contacté par une dame qui avait en fait un terrain agricole de 2 hectares à mettre à disposition d'un maraîcher ou d'une maraîchère. Donc fin juin, on est allé voir ce terrain avec la propriétaire et avec Nicolas qui venait aussi pour un peu nous donner son avis. Et voilà, pépite quoi, vraiment Coup de un cœur. cadeau du ciel quoi, vraiment. Parce qu'il faut savoir que un des aspects les plus compliqués quand on veut s'installer en agriculture ou en maraîchage, quand on n'est pas issu du milieu agricole, donc on n'a pas des parents dans l'agriculture, en fait, c'est l'accès à la terre, quoi. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, parce que, en fait, il y a peu de terrain, et le terrain qui est disponible, en fait, est souvent très très cher. Et les prix augmentent de plus en plus, surtout si, Amélia et moi, on est toutes les deux de Bruxelles, donc on voulait aussi un terrain qui soit en périphérie de Bruxelles. Donc on a rencontré un propriétaire, et donc on a fait une réunion un peu plus formelle après pour vraiment présenter le projet, le dossier, et ça a super bien matché, parce que aussi on était vraiment prête à présenter un projet béton, oui c'est ça, et que tout était déjà bien pensé. Donc voilà, elle avait
quasiment cette assurance que le projet tenait la route, quoi. Et donc, s'en est suivi quand même 6 mois de négociations pour savoir en fait comment on allait occuper ce terrain, parce que donc il n'était pas question qu'on l'achète, c'était enfin voilà un terrain familial. Et donc, nous évidemment ce qu'on voulait, c'était la formule la plus sécurisante qui est un bail à ferme, mais qui a des aspects contraignants en fait pour les propriétaires. Et donc on a fait appel à Terre en Vue, qui met en lien en fait des porteurs de projets et des propriétaires de terrain. Et donc on est tombé sur un accord de Comoda qui est en fait un prêt pour une durée de 20 ans. Décembre 2020, on a signé le contrat d'occupation du terrain. Et en fait, moi, en parallèle, pendant tout ce temps-là, je continuais ma formation au CRAB parce que c'est une formation qui dure 1 an. Enfin, c'est 1 an de cours et puis c'est 1 an et demi avec les stages en plus. Tout ça a duré 1 an et demi. Et puis, c'est au bout de cette formation que donc j'ai démarré la couveuse entreprise avec CréaJob. Et donc, en fait, notre installation était vraiment une très belle combinaison parce que d'un côté, Amélia avait ce statut d'indépendante avec son numéro de TVA, donc on a pu démarrer l'activité même avant que je sois sous couveuse. Et d'un autre côté, en fait, moi, en quittant la formation du CRAB, j'ai pu directement entrer sous couveuse avec CréaJob. Et donc ça, c'était super aussi parce que en fait, cette couveuse, elle permet de lancer son activité tout en continuant à toucher les allocations de chômage. Et donc, on a un revenu garanti, même si en fait l'activité a du mal à démarrer et que les revenus sont faibles. Parce que, démarrer une activité, c'est quand même très compliqué financièrement. Et donc ça nous a vraiment permis de démarrer sereinement et surtout avec uniquement des paramètres connus au niveau des finances. Vous avez pu lancer Filon Vert. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi ça concerne? Eh bien, donc Filon Vert, c'est un projet de maraîchage agroécologique en autocueillette. Le modèle, en fait, est basé sur un système d'abonnement annuel. Donc, les gens s'engagent pour toute l'année, donc payent en début de saison un abonnement pour toute l'année. Et avec cet abonnement, après, ils ont accès aux champs, en fait, quand ils le veulent, à la fréquence qu'elles le veulent, pour récolter leurs légumes. Et donc, on est 2 sur le projet et on nourrit actuellement 170 personnes. Et donc, on produit une 50aine de légumes différents sur toute l'année. Et donc voilà, c'est un modèle qui a énormément d'avantages à la fois pour les consommateurs et les consommatrices et à la fois pour les producteurs, productrices, parce que, de notre côté, à nous, les productrices, en fait, on assure toute la production de légumes, mais après, à côté de ça, en fait, on n'a pas le travail de récolte à faire, le travail de nettoyage et le travail de livraison ou de vente sur les marchés. En fait, ce modèle permet de vendre tous nos légumes en début de saison. Donc, on a cette sécurité que, OK, quoi qu'il arrive, nos légumes sont vendus. Et donc, en fait, c'est complètement basé sur un système de solidarité où, en fait, on partage avec les abonnés aussi bien l'abondance que les risques. Et ici, en fait, on sort de ça. Et donc, ça permet, en fait, de rendre ce métier juste, en fait, plus durable et plus pérenne, ce qui est juste, indispensable et crucial. Au-delà de ça, en fait, l'autocueillette pour les abonnés, ça donne. En fait, il n'y a pas d'horaire au champ. Donc, les gens viennent vraiment quand elles le souhaitent. Le champ est ouvert 7 jours sur 7. La seule chose qu'on demande, c'est de venir quand il fait clair, en fait, pour savoir ce qu'on récolte, etc. Donc, nous, on ne donne pas des quantités prédéfinies à récolter. La seule règle, c'est qu'on récolte ce qu'on est capable de consommer frais pour une personne. Et au niveau, en fait, même du prix, parce que souvent, voilà, il y a toujours cette réflexion de oui, mais il faut qu'on ait un retour sur investissement. En fait, ici, nous, le prix d'un abonnement pour une personne, c'est 525 € par adulte. Donc, quand il y a 2 adultes, c'est 2 abonnements. Mais donc, en fait, au final, ça revient à 10,10 €
par semaine. Et donc, il faut savoir que si on fait le calcul, et il y a des calculs qui ont déjà été faits, notamment au sein de nos abonnés qui ont regardé pour voir si ça revenait à plus ou moins cher que d'aller acheter en supermarché bio sur les marchés bio également. Et en fait, on dépense beaucoup plus que 10 € par semaine en légumes. Alors que là, on a des légumes qui sont 100% bio, sans aucun produit, on sait d'où ils proviennent. Mais là, en fait, on récolte vraiment ce dont on a besoin, ce qu'on veut cuisiner. Et en fait, ce qui n'est pas récolté reste au champ. Et ce qui reste au champ, en fait, n'est pas perdu parce que ce sera récolté par la personne suivante. Et donc, même au niveau du gaspillage alimentaire, en fait, il n'y en a pas. Il y en a vraiment, il y en a pas du tout. En fait, il y a aussi ce contact avec nos abonnés parce que en fait, ils viennent récolter sur le champ. Donc, quand ils viennent récolter, nous, en fait, on les voit, on communique. Et donc, en fait, il y a un échange permanent. Mais en fait, ça fait juste un bien de fou, quoi. Et on se dit, mais en fait, voilà, ça donne. Ben oui, vraiment. Et puis, ça donne tout son sens au projet, quoi. Donc, Ben, juste avant, vous avez parlé des producteurs, productrices. oui. Justement, le métier de maraîcher, maraîchère est très souvent associé aux hommes. Mais il faut mettre un point là-dessus. Comme vous le montrez bien dans le podcast, vous êtes une femme, une maraîchère. Et donc, dans cet épisode, j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de cette parité homme-femme dans ce monde de l'agriculture. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, vous estimez que votre métier, il est assez ouvert et accessible aux femmes ? Je dirais que, en tout cas, le maraîchage s'ouvre de plus en plus et il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes vraiment dans le secteur, et rien qu'à travers les formations. En fait, on était en parité, donc c'était vraiment 50-50 garçons-filles. Et dans les projets qui s'installent, il y a quand même de plus en plus de filles effectivement qui s'installent en maraîchage, et parce que il y a eu en fait des pionnières qui ont aussi qui ont ouvert la voie et qui ont montré qu'en fait c'était tout à fait possible de faire ce métier sans être un homme avec la force, j'avais les guillemets, avec la force d'un homme, en fait en montrant qu'il y avait aussi moyen de travailler en fait différemment que ce qui a été appris et que ce qui a été montré, parce qu'effectivement en fait il y a énormément de techniques de travail qui demandent en fait de la force manuelle, bien que pour moi il y a énormément de filles qui sont aussi fortes physiquement et qui ont les dos aussi solides que les hommes. Mais en fait, les outils ne sont juste pas adaptés en fait aux femmes, et en fait ne sont même pas adaptés aux hommes non plus, parce qu'en fait, il y a des outils que tu vas utiliser, tu peux les utiliser parce que tu as beaucoup de force, mais en fait, dans 2 ans, ton dos, il est complètement cassé, tu as des tendinites de partout, donc tu peux le faire, mais à court terme, donc en fait, c'est adapté pour personne. Et donc, en fait, ce qui est très, très enrichissant, je pense, avec le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se lancent en maraîchage, c'est qu'en fait, il y a aussi une relecture une relecture en fait de l'utilisation des outils et de la façon de travailler, et je pense qu'il y a cette envie d'aller vers des pratiques qui sont beaucoup plus ergonomiques, et qu'on met vraiment un point d'honneur à travailler de façon ergonomique. Donc voilà, je dirais qu'en maraîchage on s'en sort pas trop mal, et puis il y a rien à faire. Je veux dire, nous maintenant ça fait 3 ans qu'on est dans le milieu. Il y a toujours ces réflexions de nos voisins agriculteurs on est bien courageuse, sous-entendu pour des filles. Voilà, ça c'est clair. Mais en même temps, il y avait ces réflexions-là au début quand on s'est installé et ça va aller. Vous allez vous en sortir. Voilà, 2 filles. Et il est où le mari Et en fait, là, ça fait 3 ans, et en fait, on sent que de plus en plus, en fait, il y a un respect qui s'installe, et même, en fait, maintenant, les agriculteurs viennent chez nous pour voir comment on fait nos cultures de tomates, nos cultures de poireaux, parce qu'en fait, ils savent qu'on sort de légumes et qu'on les sort bien et qu'on travaille bien, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a un respect progressif qui s'installe, mais après c'est sûr que voilà, des réflexions comme il y en aura toujours. Il est où le patron, je veux dire, il y a eu un super podcast là-dessus,
je veux dire, c'est clair qu'il l'a. Après, on sait aussi où on l'entendra et on est prête à ça. Enfin, je veux dire, maintenant, on commence quand même à avoir quelques petites phrases de réponse pour ce genre de réflexion. Mais voilà, je crois que le temps et la présence de plus en plus féminine dans le secteur va faire son œuvre. Et enfin, moi, je suis quand même très confiante par rapport à ça, quoi. Comme vous venez de le mentionner, vous avez pu vous lancer dans votre activité grâce au soutien de CréaJob. Donc pour rappel, CréaJob est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leur projet d'entreprise. Et donc la mission de CréaJob est avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous diriger vers CréaJob en particulier? Eh bien, il y avait d'une part, j'avais ce filet de sécurité qui me permettait de lancer l'activité via les allocations de chômage. Et donc ça, c'était très important parce que, en fait, comme on part de zéro, il faut le temps d'avoir sa clientèle, etc. Pour générer un chiffre d'affaires. Et puis d'un autre côté aussi l'accompagnement de CréaJob, à savoir en fait un suivi sur en fait toutes les facettes que l'on veut si on le désire. Mon accompagnatrice Géraldine en fait m'a vraiment aidée à réfléchir et à retravailler sur tout le business model, le plan financier, et avec elle son regard extérieur et aussi expert vu qu'elle accompagne énormément de projets qui se lancent. Et donc voilà, c'était une période d'apprentissage très 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 riche. Et à côté de ça, enfin voilà, on a eu plusieurs modules aussi sur la comptabilité pour vraiment aussi approfondir. Et puis à côté de ça, il y avait aussi des formations sur tout ce qui était communication, donc comment en fait lancer son projet, comment gérer les réseaux, comment communiquer, comment s'adresser à son public, etc. Et donc ça, c'était aussi très intéressant. Et c'est vrai qu'il y a plein de formations dont moi, je n'ai pas profité parce qu'en fait, je n'en avais pas le besoin via mon modèle. Mais en fait, il y a tout un panel de formations qui s'adresse vraiment aux différents projets. Et comment ça se passe, la collaboration avec CréaJob? En fait, enfin voilà, moi j'ai présenté mon projet et enfin j'ai été acceptée par la couveuse. Et donc en fait, on prépare vraiment le projet avec une accompagnatrice pour valider le fait que je sois enfin acceptée en tant que couvée. Et même là, au niveau de la préparation, etc. Enfin voilà, moi j'ai été hyper bien accompagnée. Enfin c'était vraiment très très confortable. Et puis après, en fait, une fois par mois, on avait un rendez-vous en fait avec l'accompagnatrice ou l'accompagnateur pour faire le point en fait sur l'avancée du projet et pour mettre au clair en fait comment on agençait toutes les les nouvelles données, les nouvelles rentrées du projet. Et préparer en fait parce que c'était tous les 4 mois, j'avais une présentation du projet avec son évolution devant un comité pour valider en fait les 4 prochains mois de couveuse. Et donc il faut montrer à chaque fois que le projet est en évolution, qu'on atteint les objectifs qu'on s'était fixés au comité précédent. Et donc ça, c'est très bien. En fait, c'est un très très bon exercice aussi parce que du coup, ça permet de challenger en fait le projet et d'avoir des questions de la part de ce jury qui était enfin voilà très très diversifié avec plein de profils très différents. Ça permet vraiment de se poser des questions et de recevoir aussi des questions différentes et donc de faire évoluer le projet avec justement ce regard extérieur, quoi. Donc voilà. Et en fait, par rapport à la couveuse, donc dans le milieu agricole, on a droit en fait à 18 mois de couveuse parce que c'est un domaine justement qui est quand même vraiment compliqué enfin c'est compliqué de pouvoir se rémunérer rapidement. Et donc un parcours normal c'est 12 mois de couveuse et dans le cas du maraîchage c'était 18 mois. Donc voilà, donc j'ai eu l'occasion de faire pas mal de présentations et donc c'était à chaque fois très riche parce que à côté de ça, on a répondu aussi à énormément d'appels à projets pour justement financer
le projet et toutes ces présentations, en fait, il y a rien à faire, ça forme pour en fait pour avoir des bases solides pour d'autres présentations et pour être en fait juste sûr de toi quand tu présentes ton projet, quoi. Donc voilà. Donc c'était vraiment ces rendez-vous mensuels avec à chaque fois, enfin voilà, remettre les chiffres au bon endroit, savoir exactement où on en était, ce qu'on présentait au prochain comité, et puis voir aussi la suite du projet en fait en sortant de couveuse, et aussi en fait imaginer tous les scénarios possibles si en fait ça ne se passe pas comme prévu, vu que en fait quand tu lances ton activité, il y a tellement d'inconnus, Ouais. voilà, et donc tout ça c'est des challenges que l'on a et qu'on peut travailler avec aussi. Enfin, c'est très bien de travailler avec quelqu'un qui est extérieur au projet pour en fait, enfin voilà, pour avoir un autre son de cloche, quoi. Sur le long terme, ce qui est très positif en fait, c'est que CréaJob continue en fait de relayer et de suivre le projet, donc notamment par rapport à des appels à projets. Donc j'ai régulièrement des transmissions d'appels à projets de CréaJob dont moi je n'avais pas entendu parler, et puis même au niveau de la communication. Enfin voilà, CréaJob relaie énormément notre page, etc. Donc enfin voilà, c'est une belle visibilité qui est offerte. Et rien que notamment ici à travers ce podcast, en fait, c'est enfin voilà, une voie de visibilité et encore une façon de présenter le projet d'une façon différente. Donc tout ça, ce sont des exercices qui sont toujours très très intéressants. Mais avec CréaJob, il y a eu aussi tout ce suivi en fait pour avoir accès à la prime Airbag, qui est en fait une prime à laquelle ont droit les indépendants et indépendantes qui s'installent en Wallonie. Et donc, c'est une prime de 12 500 €. Et donc, pour avoir accès à cette prime, en fait, il y a toute une remise de dossier au Forum et une validation du jury. Et donc, tout ça a été, enfin, tout ce travail, tout le dossier présenté et la présentation du jury a été faite avec CréaJob. Donc, là, c'était mon accompagnateur de projet, Charlie. Et donc, j'ai bénéficié de cette prime clairement grâce au suivi et au soutien de CréaJob, quoi. Donc, ce qui est aussi une bonne... Un avantage considérable. Oui, voilà, tout à fait. Au niveau de chez CréaJob, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vont intégrer la couveuse et se lancer dans une collaboration avec CréaJob. Selon vous, pourquoi il y a plus de femmes, elles sont plus majoritaires à se lancer chez CréaJob que les hommes? Ah bah, c'est une très bonne question. Je vais parler de façon complètement intuitive. Je dirais parce que peut-être que c'est plus le filet de la sécurité. Enfin, nous, ce qui nous a lancé, c'est qu'on a vraiment réfléchi le projet sur le long terme et sur la sécurité financière. Et c'est en fait la couveuse qui nous a fait dire que en fait ça nous permettait vraiment de lancer le projet de façon sûre. Enfin, on a vraiment assuré nos arrières, en fait. On s'est pas lancé du tout tête baissée en se disant, en fait, ça va aller, on y va. Enfin, il y a eu ce petit côté-là parce que je crois que quand tu lances ton activité, en fait, t'es obligé de te dire, on verra. En fait, donc il faut ce petit grain de folie, mais il faut quand même vraiment aussi l'aspect réflexion et avoir un projet béton. Et je pense que les femmes ont enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose d'essentiel, hein. Je veux dire, c'est pas lié à la femme, mais je pense de par l'éducation et tout ça, enfin, être sûr de quelque chose quand tu te lances dans un projet, tu vois, être sûr que tu vas réussir, en fait, enfin, tu vois, et de savoir aussi que, en fait, va falloir cravacher pour réussir ton boulot, parce que, enfin, moi, dans mon cas, j'ai pas d'enfant, etc., mais, enfin, je crois que dans beaucoup de cas aussi, enfin, se lancer en tant qu'indépendante, si t'as des enfants, etc., enfin, je veux dire, enfin, faut assurer derrière, quoi. Donc, je pense que c'est enfin voilà, un dispositif qui permet vraiment de se lancer en étant sûr que demain tu te retrouves pas sans rien, quoi. Non, c'est sûr. Alors là, on va faire un petit jeu. Ouais. C'est le vrai ou faux. Ok. Éventuellement argumenté. D'accord. S'il faut. Alors la première, les lombrics sont essentiels pour maintenir la santé des sols. Oui, c'est vrai. Absolument. En vrai, c'est eux qui en fait qui détruisent, enfin qui recyclent en fait toute la matière organique d'abord, et puis c'est eux qui font aussi enfin
sais pas combien de pourcents, mais qui font toute la structure du sol pour en fait assurer une bonne circulation de l'eau et de l'air et, donc une bonne irrigation de tes plantes, un réchauffement du sol. Et puis c'est eux aussi, enfin voilà, ils ont enfin quand ils digèrent toute cette matière, il y a aussi un dépôt calcaire qui se fait tout autour de cette matière et qui est hyper bénéfique au sol. Donc complètement. Et nous, c'est la raison pour laquelle en fait on va aussi vers le maraîchage sur sol vivant. C'est en fait alimenter ce sol au maximum pour en fait au final alimenter toute la faune du sol et en fait surtout laisser tranquille toute cette pédofaune en fait qui travaille d'arrache-pied pour justement pour recycler toute cette matière et pour structurer le sol. Alors il y a des inconvénients aussi, c'est que laisser le sol au repos, enfin on laisse vraiment tout le monde tranquille, y compris les rongeurs. Et donc voilà, enfin le modèle de sol vivant, c'est un modèle qui est très propice à la propagation et à la multiplication des rongeurs. Donc on n'est pas sans peine à ce niveau-là. Mais voilà, à côté de ça, du coup, on a aussi installé des perchoirs sur le champ pour accueillir des faucons. Qui sont très présents et qui font vraiment un beau boulot, quoi. Enfin, on a tout le temps des faucons cresserelles sur le champ qui chassent. Et puis à côté de ça, on a accueilli aussi un hérisson qui avait été soigné par une association pour également. Enfin voilà, ça c'était plus au niveau des limaces, mais voilà pour. Enfin, on essaye vraiment en fait de complexifier le champ, de complexifier le système pour arriver à un certain équilibre, quoi. Toutes les plantes ont besoin de pesticides chimiques pour pousser correctement. Bah bien sûr. Alors, faux, hein, complètement faux. Et le fait de complexifier le sol et de justement nourrir ce sol fait qu'en fait, on accueille aussi énormément d'auxiliaires sur le champ qui vont pouvoir lutter justement avec des ravageurs potentiels sur le champ. Alors qu'en fait, en utilisant du coup les pesticides, en fait, certes, on élimine le ravageur ciblé, mais en fait, on élimine en fait tous les auxiliaires. Donc un auxiliaire, c'est justement un être vivant qui va justement lutter contre un ravageur d'une culture. Donc en fait, on élimine tout et donc en fait, une fois que tout est éliminé, on est hyper vulnérable à toute autre maladie qui pourrait arriver, quoi. Donc non, c'est complètement faux. Et en plus de ça, il y a ce système de dépendance à la fois aux herbicides et aux pesticides qui fait que le système en fait est de plus en plus fragile et de moins en moins résilient et qu'en fait à un moment le rendement va d'office diminuer parce que ou alors on maintient un certain rendement mais avec un besoin en pesticides, en engrais de plus en plus important et qui va demander de plus en plus de coûts. Et donc, en fait, au final, le chiffre d'affaires que tu vas sortir de ta culture, en fait, il va diminuer, même si ton rendement reste le même, en fait, il va diminuer parce que tu es de plus en plus dépendante de cet achat d'engrais et de pesticides, quoi. Donc non, complètement faux. L'autocueillette permet aux consommateurs de choisir des fruits et légumes de meilleure qualité. Vrai. Oui, vrai, parce que, de meilleure qualité, on va dire qu'en tout cas, je dirais que l'autocueillette couplée à des pratiques culturelles, en fait, qui sont biologiques et qui respectent la vie du sol et qui n'utilisent pas de produits, quoi. Donc, dans notre cas, en tout cas, nos légumes sont 100% bio. Et au niveau de la qualité, je pense qu'effectivement, la qualité est inégalable parce que on ne passe pas par une chaîne de froid, par une chaîne de frigo qui élimine toute une partie des vitamines, en fait, parce que effectivement, les gens mangent le jour même ou quelques jours après les légumes qu'ils et elles ont
ont récolté sur le champ. Donc, non seulement, enfin voilà, c'est des produits qui sont 100% naturels, mais en plus de ça, qui conservent toutes leurs valeurs nutritives au niveau des vitamines, etc. Parce qu'on ne passe pas par cette chaîne de froid et que c'est mangé très, très rapidement, quoi. Et qu'en plus de ça, enfin, qui dit autocueillette dit d'office en fait manger de saison. Oui. Et il y a rien à faire en fait. Enfin, les saisons, elles sont pas là pour rien. Je veux dire, les légumes apportent différentes vitamines et minéraux en fait en fonction du légume et en fonction de la saison aussi. Et je pense que ça reflète aussi les besoins dont nous on a besoin en fait à travers les saisons. Je veux dire, en hiver, on aura plus besoin de certains minéraux et de certaines vitamines. Et en fait, la nature fait bien les choses, mais justement, ces minéraux et ces vitamines se retrouvent dans les légumes qu'on produit à cette saison-là. Et donc, en fait, rien que pas en suivant et en respectant ces saisons-là, on fait un apport nutritif en fait complet, quoi. Donc oui, clairement. Les cultures en rotation peuvent aider à prévenir les maladies des plantes. Tout à fait, oui, tout à fait, parce que donc en gros, il y a des maladies et des ravageurs qui sont spécifiques à certaines cultures, et donc en fait revenir sur un même endroit avec une même culture, en fait ça va vraiment favoriser la réapparition de maladies qui auraient pu soit être en incubation la saison qu'on n'aurait pas vue et qui du coup se déclarent la saison d'après. Donc vraiment faire cette rotation, c'est très important, et même par rapport aussi aux besoins nutritifs des plantes. En fait, toutes les plantes n'ont pas du tout les mêmes besoins nutritifs, et donc ça permet en fait d'aller puiser des nutriments à différents horizons du sol en fonction de la longueur des racines et puis des besoins aussi des légumes. Donc L'agroécologie n'a aucun impact sur la diversité locale. Non, la biodiversité locale. Du coup, c'est faux. C'est faux, vu que l'agroécologie permet notamment de recréer en fait un écosystème vraiment sur le champ, de complexifier le champ. Et en fait, je veux dire, la nature, elle n'a besoin que de ça, c'est d'un système qui soit le plus complexe possible pour gagner en résilience. Et ça permet de gagner en résilience. Et donc, au plus le système est complexe, ça veut dire au plus on accueille en fait de plantes différentes, d'animaux différents. Et donc la biodiversité, c'est clairement cette diversité sur le champ, cette complexification sur le champ. Donc les pratiques agroécologiques permettent vraiment d'augmenter cette biodiversité. Et nous, on le voit sur le champ. Enfin, je veux dire, rien qu'à travers... bon, là, c'est par rapport aux pratiques de maraîchage sur sol vivant, mais la population de vers de terre qu'on a cette année par rapport à l'année 1 où on venait d'un champ qui était cultivé en conventionnel, qui était labouré, etc. Enfin, je veux dire... je crois que, il faudrait, on a cette envie de refaire un suivi avec notamment des universités pour vraiment étudier l'impact de nos pratiques sur justement la biodiversité. Mais je crois qu'on peut facilement dire qu'on a doublé notre population de vers de terre dans nos sols, quoi. Et rien que par rapport aux insectes, etc. Enfin, je veux dire. Les coccinelles, pareil, on en a aussi beaucoup plus. Bon, on a beaucoup plus de pucerons aussi, mais on a vraiment, je veux dire, les coccinelles sont vraiment là, directement dès que les pucerons arrivent, même parfois un peu avant. Les coccinelles sont là, et même par rapport aux oiseaux aussi, on a un nombre de passereaux, et rien que les faucons cresserelles aussi, on en a beaucoup plus qu'en année 1. Donc tout ça, en fait, vient vraiment complexifier le système, et donc, ouais, on a vraiment de plus en plus une belle biodiversité. Donc voilà, nous, il y a vraiment cette volonté d'accueillir, de complexifier pour accueillir, quoi. Et pour équilibrer le système au niveau des ravageurs, notamment, quoi. Merci infiniment, Marine, d'avoir participé à ce podcast, Avec à plaisir. cet épisode si spécial. Merci de nous avoir laissé votre temps si précieux pour partager votre métier à nos auditeurs. Et de nous avoir parlé de cette belle collaboration avec Creajob. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci. Et à bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez suivre ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres plateformes. N'hésitez pas à suivre Creajob sur Facebook,
Instagram et LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce et à bientôt!